Connectez-vous, 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 chers parents, chers amis. Voilà, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, j'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, on s'est laissé. Mettez-vous en ligne, on s'est laissé. Connectez-vous, connectez-vous en même temps. Connectez-vous, connectez-vous, on s'est laissé. Abonnez-vous massivement sur Guégué compris. Abonnez-vous et donnez-moi mes étoiles en quitté ici. Donnez-moi mes étoiles en quitté ici. Mes frères et sœurs. Donnez-moi mes étoiles. Abonnez-vous massivement. Partagez le direct dans les groupes, sur les murs. Invitez vos amis à s'abonner. C'est très important. Abonnez-vous. On ne va pas trop durer. On va aller droit au but. C'est très important. L'incontournable. Soyez là, soyez là, soyez là. Je sais qu'il se fait déjà tard. Mais nous allons vite faire. Et on va en finir avec cette histoire. Donc, allez, on commence. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable. Guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir, 5 ans plein droit, El Padrino, Camari, Desoula, Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe. Parce que j'ai appris que Pulchéri Bali va dormir avec les policiers aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à la DST ou quoi là. Ou au commissariat de police, ou je ne sais. Où là, elle va dormir là-bas. Parce que, voilà, soi-disant, le gouvernement lui reproche de vouloir faire un coup d'État. Et donc, elle va s'expliquer. Ah, je n'arrive pas à comprendre. Chers parents, chers militants du RADP, chers gouvernements ivoiriens, nous, Ivoiriens et peuple africain, nous nous posons des questions. Comment se fait-il que, avec une simple femme, vous reprochez à cette dame de vouloir faire un coup d'État? Je dis bien, vous reprochez à cette dame de vouloir faire un coup d'État sans aucun complice. Parce qu'on sait, quand on veut faire le coup d'État, il faut avoir des complices. De plus une femme à qui vous reprochez de vouloir faire un coup d'État. Mais vous l'appelez elle seule sans arrêter d'autres personnes qui seraient complices de cette dame. Elle n'est pas armée. Elle n'est pas armée. Mais par contre, les militaires ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali, lourdement armés, ils sont armés jusqu'aux dents. Même leurs cheveux sont armés. Leurs poils sont armés. Les cheveux sont armés. Vous dites non, eux là, c'était pour aller danser bébé au Mali. Et qu'ils n'ont qu'à les libérer immédiatement sans condition. Je dis bien force spéciale ivoirienne qui était lourdement armée. Leurs dents sont armées, leurs cheveux, leurs poils, tout était armé. Même leurs tenues qu'ils avaient portées étaient armées. Mais vous demandez aux autorités maliennes de les libérer sans condition. Mais par contre, en Côte d'Ivoire là-bas, il y a une dame qu'on appelle Pulchéri Balé qui est proche de Soro. Parce que tout simplement, elle est proche de Soro, vous lui reprochez de vouloir faire un coup d'État sans aucun complice. Bon, on ne comprend plus rien. Si des civils peuvent être arrêtés pour une histoire de coup d'État, donc les militaires qui prennent des armes pour aller dans un autre pays, on les arrête, vous dites non, eux là, c'est pas histoire de coup d'État. Eux là, ils n'étaient pas là-bas pour faire un coup d'État. Eux là, c'était pour danser au Mali là-bas, apprendre aux Maliens comment on danse le bébé. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, vous arrêtez des civils, de plus une femme. Vous la scellez à un moment donné, je vois ce harcèlement. Dans ces derniers temps-là, Pulchéri Balé, un peu seulement Pulchéri, vous la mettez en prison. Elle était partie au Mali, à son retour, vous l'avez arrêtée pour la questionner. Comme si, je ne sais pas, comme si elle était l'opposante en numéro 1. Comme si elle avait les moyens de renverser le gouvernement de Tricot de Ouattara. Comme si vous lui reprochez tout et n'importe quoi. Mais par contre, vos militaires là, eux là, ils font rien. Mais vous, c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. J'ai bel et bien fait comprendre aux membres du RADP, aux militants du RADP, que si c'était des militaires maliens qui débarquaient
en Côte d'Ivoire avec 2 avions. Un avec des armes à bord, l'autre avec des Maliens venant de la part des forces spéciales maliennes, débarquant en Côte d'Ivoire, ayant une fausse identité. Si l'État ivoirien réussissait à les identifier, ils allaient les mettre en prison. Peut-être même, il serait déjà jugé et condamné 20 ans ou truc en prison à vie en Côte d'Ivoire. Donc, ce que vous n'aimez pas là, ce que vous détestez là, ne faites pas ça aux autres. Quand vous arrêtez des civils en Côte d'Ivoire, soi-disant histoire de coup d'État, et donc vous avez peur aussi de coup d'État. Votre pouvoir vous tient à cœur. Vous avez peur de coup d'État. Et donc les Maliens, eux là, ils n'ont pas aussi peur de coup d'État où ils voient des militaires étrangers qui n'ont pas été invités, qui débarquent là-bas avec des armes. Faut pas, ils vont les arrêter. Ils n'ont qu'à les laisser rentrer comme bon leur semble pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais par contre, en Côte d'Ivoire là-bas, vous veillez sur votre pouvoir. Il suffit qu'une femme, je dis une femme, même un gamin, des gens qui sont adolescents, il suffit qu'ils parlent. Dès que vous les voyez, vous dites, oh lui là, il peut faire coup d'État contre truc. Vous les arrêtez. Donc à un moment donné, respectons-nous. Vous passez votre temps à insulter le gouvernement malien. Mais ce que le Mali a fait, c'est normal. Le Mali n'a pas arrêté des civils ivoiriens, les accusant de vouloir faire un coup d'État. Le Mali a arrêté bel et bien des militaires ivoiriens. Et en Côte d'Ivoire, où on arrête des civils. Pas militaires, mais des civils. Pour dire les civils là, ils veulent faire coup d'État. Quelles sont ces bêtises là? Donc à un moment donné, sachons ce qu'on veut. Parce que vous n'allez pas rester là, envoyer un message fort au monde entier et négocier avec le Mali pour dire qu'ils n'ont qu'à libérer les militaires. Pendant ce temps, vous arrêtez des civils en Côte d'Ivoire, leur reprochant de vouloir faire des coups d'État. Donc, soit vous-même, vous ne voyez pas ce que vous faites. Mais avec une telle image, comment le Mali va libérer les 49 soldats? Si le Mali voit le comportement du gouvernement ivoirien, de la manière dont le gouvernement ivoirien procède, qui arrête des civils pour le bien-être de leur pouvoir. Donc au Mali, eux là, ils n'ont qu'à laisser des militaires. Pour le bien-être de leur pouvoir, ils n'ont qu'à laisser des militaires étrangers, des armes, lourdement armés qui rentrent au Mali. Ils n'ont qu'à les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire au sein du Mali. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Soit le gouvernement ivoirien donne l'exemple. Donne l'exemple pour dire on n'arrête pas les gens comme ça. Parce que quand tu te plains par rapport au comportement de l'autre, il faudrait que toi aussi tu sois exemplaire. Il faudrait que tu fasses. Tu donnes l'exemple à l'autre pour qu'il puisse savoir que ce que tu lui demandes à toi-même, tu es à mesure de le faire. Mais tu fais le contraire, tu lui dis de faire bien. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Donc, le gouvernement ivoirien doit changer. Le gouvernement ivoirien doit changer sa manière de voir les choses. Et les militants du RADP doivent revoir leur manière de se comporter. Parce que vous insultez d'autres États, vous insultez d'autres populations pour le pouvoir de Ouattara. Et quand Ouattara arrête une simple dame qui n'est pas armée, qui n'a pas des avions où elle a mis des armes lourdes, qui n'est même pas militaire, lorsque Ouattara l'arrête, vous êtes là, vous êtes muet. Vous ne savez plus insulter. Au contraire, vous enclamez pour dire c'est bien, ils n'ont qu'à l'enfermer. Ah, quand c'est d'autres civils en Côte d'Ivoire, là, c'est bien, ils n'ont qu'à les enfermer. Mais quand c'est au Mali, vos militaires vont là-bas pour semer le désordre, on les arrête là. Là, vous insultez les Maliens, ils n'ont qu'à les libérer. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Condamnez, si vous condamnez ce qui se passe au Mali, condamnez aussi ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, soyez juste. Parce qu'il ne faut pas être injuste dans la vie. Il faut être juste. Tu as condamné là-bas, il faut aussi condamner ici. En Côte d'Ivoire, même encore, c'est grave. Parce qu'elle n'est pas militaire, elle est civile. Et on l'arrête seule. Elle est seule. Hein? Elle est seule. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Vous dites non, 49 personnes ne peuvent pas faire coup d'État. Ah, donc, une seule personne peut faire coup d'État. En Côte d'Ivoire, on arrête une simple dame. Elle est seule. On dit non, elle veut faire coup d'État. Mais au Mali, eux, ils sont 49. On dit non. Vous dites 49 personnes sont incapables de faire coup d'État. Parce qu'on ne va pas dans un pays pour faire coup d'État avec 49 personnes. Et donc, en Côte d'Ivoire, une seule personne fait coup d'État. Et donc, au Mali, c'est 49 personnes qui ne peuvent pas faire coup d'État. Quelle est cette contradiction notoire? Votre pouvoir, là, vous dites une personne peut faire coup d'État. Au Mali, là, ils sont 49. Vous dites non. 49 personnes ne sont pas capables de faire coup d'État. Mais en Côte d'Ivoire, une seule personne peut faire coup d'État.
On l'arrête pour ça. On l'arrête pour qu'elle puisse se justifier. Parce qu'on lui reproche certaines choses. Vous êtes sérieux là? Êtes-vous sérieux? Ou non? Je n'arrive pas à comprendre. Êtes-vous sérieux, oui ou non? À un moment donné, respectons-nous vivants. Ah tiens, respectons-nous vivants. C'est très important. On doit se respecter dans ce pays-là. Je dis, on doit se respecter dans ce pays-là. Voilà. On ne doit pas faire n'importe quoi. Donc, je laisse l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je repars maintenant en Ukraine, en Russie surtout. Je repars en Russie. Vous verrez sur les médias mainstream. Quand je dis médias mainstream, je parle des plateaux de télé que vous avez pour habitude de voir. France 24, LCI, BFM TV, CNews, ou je ne sais quoi encore, ou bien i40 News, c'est-à-dire i24 News et consorts. Vous verrez que ces gens-là, ils font de la propagande. Comme quoi, l'Ukraine frappe la Crimée avec des armes de haute précision. Voilà ce qu'ils disent. Des armes de haute précision, ils arrivent à frapper la Crimée. L'objectif recherché par les Européens, c'est quoi? C'est de discréditer les défenses antiaériennes russes. Parce qu'ils sont dans une guerre de communication. Pour dire que les Russes sont incapables de défendre la Crimée avec leur défense antiaérienne. Et donc, c'est une façon de faire comprendre au reste du monde, n'achetez pas les défenses antiaériennes russes. Et que les défenses antiaériennes russes sont incapables d'intercepter les missiles de haute précision, soi-disant venant de la part de l'Ukraine, qui frapperaient la Crimée. En réalité, il n'en est rien de cela. En réalité, ce n'est pas une question de missiles à longue portée de haute précision venant de la part de l'Ukraine. Ce qui se passe dans la Crimée, ce sont des... Vous savez que la Crimée appartenait à l'Ukraine. Et quand la Russie a pris la Crimée appartenait à la Russie, mais à un moment donné, l'Ukraine avait géré la Crimée. Et donc, en 2014, la Russie a repris la Crimée. Et lorsqu'elle reprenait la Crimée, il y avait beaucoup de militaires ukrainiens qui s'étaient ralliés à l'armée russe. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de militaires ukrainiens qui s'étaient ralliés à l'armée russe. Et parmi eux, il y a certains qui ont toujours l'amour de l'Ukraine. Et parmi eux, là, il y a beaucoup qui ont toujours l'amour de l'Ukraine. Et ceux-là, ils font partie des militaires qui sont dans les différents casernes, dans les différents coins stratégiques. Et donc, ce sont des cellules dormantes de la part qui sont là pour l'Ukraine. Et ce sont ces gens-là que l'Occident, y compris l'Ukraine, active sur le territoire russe pour commettre des attentats. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des attaques menées, des attaques ciblées. Quand je dis attaques ciblées, c'est-à-dire ce sont des saboteurs qui se trouvent sur le territoire russe, donc en Crimée, qui commettent ces délits. Donc, au sein de ces saboteurs, il y a des services de renseignement ukrainiens. Il y a aussi des militaires qui sont impliqués là-dedans, qui placent des explosifs dans les entrepôts de munitions pour les faire exploser et tout. L'objectif, c'est de détruire les dépôts de munitions ainsi que les endroits, les hangars des aviations où on met avions et tout. C'est pour détruire ça et affaiblir la capacité de frappe de la Russie. Et ce sont les Occidentaux qui sont derrière cela. Donc, c'est du terrorisme qu'ils commettent là-bas. Et ici en Occident, on dit non, ce sont des frappes. Mais non, il n'y a aucune frappe. Vous verrez, si c'était des frappes, il y a longtemps, ils allaient montrer des satellites, des missiles qui sont en train de s'abattre là-bas. Non, ils n'ont aucune preuve. Ce sont des saboteurs. La Russie a bel et bien dit que ce sont des saboteurs qui sont sur le territoire russe, qui commettent ces attaques. C'est pas seulement en Crimée, il y a eu ces trucs. Hein. Même à Moscou, même au loin des trucs de la Russie, là, il y a eu ces gens de trucs d'attentats, en fait. Il y a eu ces gens d'attentats. Parce que avant l'opération spéciale, il y avait 3 millions d'Ukrainiens en Russie. 3 millions d'Ukrainiens en Russie qui travaillent là-bas. Donc, ils sont nombreux quand même, 3 millions de personnes. Tu ne peux pas les contrôler en même temps pour savoir ce qu'ils vont faire et tout.
ils ont l'amour de leur patrie, et parmi eux là, il y a des services de renseignement et tout. Et donc, ce sont ces 3 millions d'Ukrainiens là qui résident en Russie, qui ont vécu en Russie pendant longtemps, qui connaissent les recoins et les coins de la Russie, qui commettent ces actes de sabotage. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que les gens vous diront, que ce sont des missiles à longue portée ukrainiens qui frappent la Crimée, c'est du mensonge. Aucun missile à longue portée venant de l'Ukraine n'a frappé la Crimée. L'Ukraine même n'a pas ses armes, ne dispose pas de ces genres d'armes. Est-ce que vous comprenez? N'a pas de missiles à longue portée capables de toucher la Crimée. Voilà, donc faut pas, ils vont mentir. Les HIMARS qu'on leur a donné, ça fait 80 km. Ça fait 80 km, ça ne peut pas atteindre la Crimée. C'est-à-dire la dernière ville de la ligne de front où les Ukrainiens sont positionnés, tirer de là pour arriver en Crimée, ils ne peuvent pas parce que leurs missiles ne peuvent pas arriver là-bas. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent vouloir frapper la Crimée en étant dans des avions pour tirer là-bas. Mais avec les avions, ça va détruire. Les défenses antiaériennes vont détruire ces avions avant que ces avions n'arrivent là-bas. Avec des drones, ils vont abattre ces drones-là. Donc, l'Ukraine n'a pas frappé là-bas avec des armes de haute précision. Ce sont des saboteurs, des gens qui placent des explosifs pour faire sauter des endroits stratégiques. Voilà, ils font sauter des endroits stratégiques. D'autres font sauter des ponts. D'autres, ce sont des trucs, des chemins de fer. Ils les font sauter pour éviter que les trains qui chargent les chars et des armes, munitions et tout, qui viennent de la Russie, aillent sur le territoire ukrainien. Donc, ils font sauter les chemins de fer. D'autres font sauter les ponts pour retarder l'acheminement des trucs, des armes et tout. Et d'autres font sauter les dépôts de munitions. Voilà, c'est tout. Sinon, en dehors de ça, il n'y a rien. Maintenant, ils avaient parlé de contre-offensive ukrainienne au sud de l'Ukraine, vers Kherson, entre Kherson et Nikolaev. Mais je tiens à vous dire que l'Ukraine n'a pas pu mener la contre-offensive. Aujourd'hui, la contre-offensive est menée par la Russie en fait. La Russie est en train de mener une contre-offensive vers le sud, à Kherson. Parce que les Occidentaux ont fait de la propagande. L'Ukraine a mobilisé 1 million de soldats. Ils vont prendre Kherson. Ils vont prendre Kherson. Ils vont prendre Kherson. Aujourd'hui, là, ce sont les Ukrainiens qui sont là. Ils disent, bon, ils font des barricades. À Nikolaev, ils font des barricades parce qu'il y a une offensive qui est là en cours en ce moment. Donc, les Russes sont en train de prendre du terrain vers le sud, vers Kherson. Ils s'en vont vers Nikolaev maintenant. Donc, vous savez, après Nikolaev vient Odessa. Donc, les Russes sont en train de mener une autre offensive. Ils sont en train de regrouper des appareils, des blindés vers Kharkiv. Ils sont en train d'amener des armes lourdes vers Kharkiv parce qu'ils veulent mener une autre offensive vers Kharkiv. Voilà, donc ils veulent prendre la ville de Kharkiv au nord, ça y est, au nord d'Izoum. Voilà, la ville de Kharkiv est au nord d'Izoum, c'est-à-dire au nord du Donbass. Ça y est, au nord du Donbass là-bas. C'était la première capitale ukrainienne. Après, Kharkiv est venu Kiev. Donc, c'est une très grande ville où habitent beaucoup de personnes. Donc, les Russes, c'est la ville aujourd'hui, la partie, c'est-à-dire la région de Kharkiv est divisée en deux. Les Russes contrôlent une partie, les Ukrainiens contrôlent une partie. Mais les Russes veulent prendre toute la ville de Kharkiv. Donc c'est une très grande ville. Et il y a une offensive au sud, vers Kherson, vers Nikolaev. Donc de Kherson vers Nikolaev. Donc les Ukrainiens n'ont pas été à mesure de mener une contre-offensive. Au contraire, ce sont les Russes qui sont là à mener une contre-offensive. Comme les Ukrainiens, ils sont là, ils ont fait des tapages. Leur contre-offensive, c'est sur Internet. C'est sur les plateaux de télé. Bon, les Russes disent, bon, vos contre-offensives, c'est sur la télé, les plateaux de télé. Nous, là, on va mener notre contre-offensive sur le terrain. Donc, tiens, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe en ce moment. Voici ce qui se passe en ce moment. Maintenant, il y a eu un attentat hier qui s'est passé à 40 km de Moscou. Monsieur Dugin a perdu sa fille de 30 ans. Elle est morte dans un attentat.
et le service de renseignement intérieur russe qu'on appelle le FSB, anciennement appelé KGB, a fait le lien entre une Ukrainienne qui fait partie des services de renseignement ukrainiens qui était à Moscou, logée à Moscou avec sa fille, qui a pris une maison auprès de là où la fille en question qui s'est fait assassiner habitait. C'est-à-dire la fille qui s'est fait assassiner habitait dans un immeuble. Et l'autre, elle est venue aussi prendre un appartement dans le même immeuble pour surveiller ses faits et gestes, pour savoir quand est-ce qu'elle rentre et tout, pour l'étudier et essayer de l'éliminer. Donc l'objectif c'était de l'éliminer. Mais elle ne pouvait pas l'éliminer comme ça, il fallait qu'elle se rapproche d'elle. Donc les deux habitent dans le même immeuble en question. Et le festival qui a été organisé, celle qui est morte, Dugina qui est morte, et Natalia, celle qui l'a tuée, elle s'appelle Natalia, c'est-à-dire l'espionne, s'appelle Natalia. Elle était aussi au festival, et sa fille, Dugina, était avec son père, Dugin, à ce même festival. Donc, la bombe a été placée dans la voiture, sur télécommande. Donc, c'est une bombe qui est téléguidée en distance. C'est-à-dire, tu mets le machin, ça ne s'explose pas. Quand tu viens, ça ne s'explose pas parce que tu as touché. En distance, tu contrôles. Tu peux contrôler ça sur ton téléphone ou bien tu peux contrôler ça par un appareil. Et donc, le père qui n'était pas visé. En réalité, c'est la fille qui était visée. Parce que la fille était plus dure que son père en question. Elle militait pour une Russie qui devrait couper ses liens totalement avec l'Europe en fait. Elle militait pour une Russie qui allait se tourner vers l'Euro-Asie. C'est-à-dire une Russie qui devrait davantage faire la politique avec les pays asiatiques en écartant l'Europe. Et donc, elle était membre des spécialistes de l'Euro-Asie et elle avait créé son parti politique, son mouvement politique, les nationalistes. Donc, les nationalistes, quand on dit nationalistes, vous voyez les Marine Le Pen, les trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est une fille qui avait cette vision et elle était très dure, plus que son père. Mais ce qui est la différence, c'est qu'elle va sur le terrain. Elle a même temps journaliste, elle a son doctorat. Bon, c'est une fille qui est cultivée, elle a son doctorat et tout. Elle partait sur le terrain pour montrer la Russie, comment était la Russie, l'armée russe. Elle était sur le terrain et elle était très influente sur les jeunes russes en fait. Elle influençait beaucoup les jeunes russes. Donc elle avait été sanctionnée par les Occidentaux. Les sanctions qui ont été prises là, elle faisait partie des personnes sanctionnées. Et l'Angleterre l'accusait d'être une fille dangereuse pour la paix dans le monde. Et qu'il ne fallait pas laisser celle-là émerger en Russie parce que si il la laissait émerger, le jour où Poutine n'était pas là, elle était capable de prendre le pouvoir. Et si elle prenait le pouvoir, ce n'était pas bon. Parce que la Russie risquait de rompre les liens avec les Occidentaux. Et donc, elle faisait partie des personnes qui devraient être éliminées. Est-ce que vous comprenez? Elle faisait partie des personnes qui devraient être éliminées. Et donc, Natalia, qui a commis ces actes barbares, dès lors que la voiture a pris feu, ça s'est explosé, le même jour-là, elle a fui avec sa fille. Donc, le FSB faisait des enquêtes. Pendant que les enquêtes se menaient, elle est partie. Elle a fui le pays. Parce qu'elle est rentrée en Russie le 22, je pense que le 22 juillet, c'est récemment, du côté du Donbass en fait. Donc elle est rentrée en Russie, ça fait pas longtemps qu'elle est rentrée en Russie en fait. Donc elle s'est mise parmi les pro-russes qui fuient pour aller en Russie. Elle s'est fait passer pour une pro-russe qui partait en Russie parce que voilà, le pouvoir de Zelensky n'était pas bien et tout. Mais en réalité, c'était une espionne ukrainienne qui s'est faufilée parmi les pro-russes qui partaient en Russie en nombre. Et donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée là-bas. Arrivée là-bas, elle avait déjà l'argent pour se louer un appartement et tout.
Et c'est comme ça que ça s'est passé à Tia. Donc, elle a fui pour aller en Estonie. Ils connaissent son nom, ils ont déjà diffusé sa photo. Je pense que d'ici 2 mois, ils vont régler son cas. Parce que je sais que les services de renseignement, le GRU, c'est-à-dire les services de renseignement extérieur russes, qui opèrent en dehors de la Russie pour collecter les informations en dehors de la Russie, vont commencer à la pourchasser partout où elle ira. Ils vont vouloir lui faire la peau. Parce qu'ils vont riposter, ils ne vont pas la laisser comme ça partir. Ils ne vont pas la laisser comme ça vivre. Non, non, non. Soit, si on la rate, ils ne vont pas rater sa fille. Ou elle-même, sa fille va aller à l'école et tout. Donc, dans tous les cas, elle va se faire avoir. Quel que soit le pays où elle ira, là, ils vont faire sa peau. Parce que en Estonie, là, il y a une partie des Russes qui sont là-bas, il y a des russophones. Donc la Russie a des gens qui font confiance à la Russie, qui traitent à elle les Russes. Donc ils vont tout de suite leur confier la mission d'opérer pour mettre en état de nuit cette femme. Si elle fuit l'Estonie pour aller, que ce soit en Allemagne, les services de renseignement russes opèrent là-bas. En Angleterre même, on n'en parle pas. Eux, là-bas, ils sont trop actifs là-bas. Donc, où elle va aller? En Amérique, ils vont la poursuivre là-bas. Il y a des services de renseignement russes qui vont opérer là-bas. Un bon jour, voilà, un Américain, crâne brûlé, ils vont dire, il a fait tant. Les Russes vont lui demander de faire, voilà, une opération contre cette dernière. Donc, partout où elle irait, elle sait qu'elle est déjà morte en fait. Elle sait qu'elle est déjà morte. Et donc, les médias, même stream, veulent tourner l'affaire. Ils sont en train de mentir pour dire non, l'accusation du FSB, c'est de l'amateurisme, c'est de la comédie, que ce sont des mensonges. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent non, comme peut-être Poutine en difficulté, donc c'est lui qui a fait tuer la fille de Dugin pour faire oublier les Russes, les difficultés de l'armée russe sur le terrain. Vous comprenez de la manière ils sont trucs, ils sont menteurs. Et ils applaudissent, ils disent non, c'est une nationaliste, c'est truc, elle est radicale, elle est de l'extrême droite. Et d'autres applaudissent même la mort. C'est un acte terroriste, ils applaudissent ça. Donc vous voyez, je pense que l'Occident est un dragon à 2 têtes, qui est hypocrite en fait, qui condamne tantôt des attentats dans d'autres coins du monde et qui applaudit des attentats dans d'autres coins du monde. Je dis bien aucun dirigeant occidental n'a condamné l'acte barbare qui s'est passé. Et tous ils sont contents. Parce qu'il dit il est de l'extrême droite. Imaginons que quelqu'un commet un attentat envers quelqu'un qui est de l'extrême droite en Europe ici. Est-ce qu'ils vont pas condamner ça? Ils vont condamner ça. Est-ce que quelqu'un qui est nationaliste, c'est une raison pour tuer la personne? Est-ce que tout le monde est obligé d'être globaliste? Ou bien d'être un truc? Non, chacun définit sa politique comme il le sent. Donc être nationaliste est un crime. Quelles sont ces conneries-là? Et donc pour ça, d'autres jubilent de joie parce qu'elle est morte. Et il dit à qui le tour? Parce que hier, quand ça s'est passé, les enquêtes n'avaient pas encore conclu. Les médias occidentaux ont dit non, c'est le père qui était visé. Le père qui était... Donc eux, ils savaient qui était visé alors. Ils étaient au courant, ils étaient déjà informés. Ils savaient que non, le père était recherché pour être éliminé. Maintenant, ils font le lien. On donne le nom de la fille. On met même sa pièce d'identité en ligne pour que les gens sachent qui est cette dame. Mais pourquoi la dame elle-même, elle ne vient pas pour démentir? Pour dire non, c'est faux, je n'ai rien fait. Elle peut passer sur un plateau de télé pour démentir. Mais non, elle ne dément pas. Elle-même, elle se cherche, elle se cache. Et c'est vous qui prenez sa défense pour dire non, les Russes, c'est des menteurs, on ne doit pas leur faire confiance, mais que c'est Poutine même qui a tué la dame. Quels sont ces mensonges? Pourquoi vouloir coûte que coûte mentir? Pourquoi vouloir coûte que coûte mettre le chapeau sur Poutine? On dit non, c'est le truc, c'est la manière dont Poutine opère. Parce qu'il avait déjà fait des attentats dans le passé, et donc il se peut que ce soit lui qui a fait l'attentat. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce que l'Ukraine dit, c'est-à-dire les propos de l'Ukraine sont des propos sains. Il n'y a aucun mensonge. Tout ce que l'Ukraine fait, c'est tout à fait normal. Mais pourquoi quand hier, la fille est morte en question,
Zelensky a fait une vidéo pour dire non, c'est parce qu'il savait que ses services de renseignement venaient de commettre un crime. Et donc, la vidéo qu'il avait faite pour alerter les Ukrainiens, c'était ça parce qu'il savait que non, il allait avoir une riposte en russe. Et donc, pour lui, il était inquiet. Parce qu'il savait qu'il avait téléguidé la mort de quelqu'un sur le territoire russe. Parce que tout ce qui se passe, il est au courant. Au contraire, il est dans un bunker. C'est dans un bunker maintenant, il est et puis il fait ses vidéos. Quand les gens viennent le voir, il est dans un bunker où il y a un salon où il les reçoit maintenant. Il ne sort plus pour se balader, pour faire truc, pour se filmer, pour aller regarder. Non, il ne va plus sur le front. Il est dans le bunker maintenant parce qu'il a compris que Poutine veut sa peau. Donc, il est maintenant caché au sous-sol. Il est terré maintenant comme un rat. Il ne sort plus. C'est là-bas, il est dans les toilettes, dans les trucs. Il fait maintenant vidéo. Quand les gens s'en vont lui rendre visite, c'est là maintenant, il sort au salon de son bunker et puis il est là. Parce qu'il sait que bon, les étrangers qui s'en vont lui rendre visite, quand ils sont là, bon, la Russie ne va pas frapper parce que voilà, ce sont des personnalités politiques qui vont là-bas. Dès que ces personnes tournent le dos, ils s'en vont au sous-sol pour se cacher. Donc voici un peu ce qui se passe en fait. Donc ce sont les Ukrainiens qui ont fait ça. Mais c'est cette même Ukraine qui disait que non, ils n'ont qu'à condamner la Russie pour État terroriste. Mais en réalité, c'est eux-mêmes qui pratiquent le terrorisme. Donc vous comprenez pourquoi les Africains, ils ont pris la bonne décision de rester neutres. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont qu'à condamner la Russie pour un État terroriste, pour terrorisme, et vous-même, vous commettez des actes terroristes. Mais quelle est la différence entre Al-Qaïda et vous? Ceux qui font les attentats là, qui mettent des explosifs sur eux pour aller se faire exploser, et vous, vos services de renseignement. Si les services de renseignement, parce que dans un truc, comment on appelle ça, dans le Donbass, ils ont déjà fait des attentats contre des autorités de trucs des deux républiques autour, dans les deux républiques en fait. Ils ont déjà fait beaucoup d'attentats. Des attentats voitures piégées. Donc ça, c'est la manière dont les services de renseignement ukrainiens opèrent. Ils ont déjà fait à plusieurs reprises des attentats, des voitures piégées contre des responsables de ces deux gouvernements. Donc voilà comment l'Ukraine perd, truc opère. Ça, c'est un aveu de truc d'impuissance en fait. Quand tu vois que sur le terrain militaire, tu ne vaux rien, tu ne peux plus rien faire, c'est là que tu commences à faire ces genres d'attentats pour exister, pour qu'on parle de toi. Voilà, pour. C'est comme ça. Pas les terroristes qui font ça là, c'est déjà, ils sont incapables de combattre. Et donc, tout ce qu'ils savent, c'est de placer des explosifs et puis faire truc pour faire des dégâts. Et puis, ils sont là, ils sont heureux. Sinon, sur le terrain, on dit allez-y, faites le truc, la bataille. Qu'est-ce que vous foutez en train de poser des bombes partout dans les véhicules, sur les ponts, je ne sais plus. Hein? Maintenant, ça va arriver dans les boîtes de nuit. Donc, voici un peu ce qui se passe et c'est regrettable. C'est regrettable. Donc, voilà, l'État ukrainien est devenu un État terroriste qui pratique, qui fait la même chose que les gens d'Al-Qaïda. Il n'y a plus de différence en fait. Donc, voilà un peu. Ah, papis, papis. Depuis la Sicile. Ok, on est ensemble, mon frère. Sicilia. Donc voilà un peu ce qui se passe, mes frères. Ne vous inquiétez pas, il aura une riposte. Bon, je ne sais pas si la riposte sera militaire ou bien si la riposte sera la cible d'une grande personnalité ukrainienne. Hein, ou bien ceux qui ont commandité ça, est-ce qu'ils vont vouloir les cibler pour... Et la dame aussi en question qui a fait ça, elle sera poursuivie. Hein? Elle sera ciblée. Parce que là, au moment où son identité est connue et tout, sa photo, elle doit se dire que non, il ne lui reste plus une grande vie, une longue vie, parce que les services de renseignement russes vont s'activer partout en Europe. Ils vont la traquer partout, elle ira. Elle ira. Et donc, voilà, ceux qui seront amis à cette dame, éloignez-vous d'elle, parce que à cause d'elle, il se peut que beaucoup de personnes meurent. Parce qu'ils vont la traquer, quelque chose à l'endroit où elle sera, ils vont vouloir lui faire du mal. Et pour ça, d'autres personnes peuvent prendre des pots cassés. Et donc,
ceux qui seront amis à cette dame, ils n'ont qu'à s'éloigner d'elle, ils n'ont qu'à faire très attention. Ne vous approchez pas d'elle trop. Parce que dans les jours à venir, il se peut que, voilà, à cause d'elle, beaucoup de dégâts se commettent parce qu'ils vont vouloir riposter sur elle. C'est très important. Bon, je sais que les Africains ne vont pas rester avec elle. Mais on ne sait jamais. Peut-être elle tombe amoureuse d'un Africain qui va vouloir, hein, faire love avec elle. Là, tiens, si tu es dans ça, tu risques de prendre, hein, une balle perdue à cause d'elle. Voilà. Oh, Modibo Diallo, big up à vous. Je salue les Maliens. Donc voilà, on va pas trop durer, on va stopper le direct. C'était ça en fait. C'était ça la petite vidéo et tout. Donc il y a une très grande offensive russe qui se met en cours, qui se prépare. Qui se prépare. Il paraît que le Sukhoi 57 est un avion qui s'est montré très efficace et très furtif en fait. Parce que c'est Sergei Shoigu qui a dit qu'ils ont déjà utilisé le Sukhoi 57 sur le théâtre ukrainien. Ils ont testé l'avion et ils ont vu que l'avion était un avion spécial, un avion de hors pair, un avion qui remplissait toutes ces conditions, qui est doté, hein, d'un système anti-missile. Hein. Voilà, c'est un avion qui a déjà permis à l'armée russe de frapper des cibles très lointaines, des cibles très très spéciales, qui étaient dans des endroits très protégés. Mais avec cet avion, ils ont réussi à frapper ça sans que l'avion ne se fasse détecter par les radars de l'Ukraine et tout. Donc, il a dit qu'ils vont produire ça en série parce que l'avion a montré son efficacité sur le terrain et a utilisé les missiles hypersoniques. Donc, les missiles hypersoniques qui frappaient l'Ukraine, là, c'était le Sukhoi 57 qui les lançait en fait. C'était pas le Sukhoi, c'était pas le MiG-31. Le MiG-31 est doté de ça, mais en Ukraine, ils n'ont pas utilisé le MiG-31, ils ont utilisé le Sukhoi 57 pour tester. Parce qu'ils ont adapté le Sukhoi 57 avec des missiles hypersoniques. Ils ont fait des missiles hypersoniques qui sont adaptés à cet avion-là. Et donc, il a dit, ils ont lancé 3 fois 3 missiles hypersoniques. Ce sont les Sukhoi 57 qui les ont lancés pour frapper des cibles stratégiques. Voilà, donc ces Sukhoi, ils sont allés sur le territoire ukrainien, dans l'espace aérien ukrainien, pour voir si l'avion pouvait se faire détecter, si la capacité de défense de l'avion lui-même face au système de défense antiaérienne pouvait être, mais ils ont vu que voilà, les Ukrainiens n'ont pas pu le détecter et le missile que l'avion a largué, ils n'ont pas pu, les radars n'ont pas pu voir les missiles en fait. Donc ce sont des missiles qui volent, hein, rapidement, qui volent à 10 000 km/h. Et l'avion aussi qui est furtif, et donc ça a frappé des cibles très très protégées qui étaient des sous-sols, des cibles qui se trouvaient dans des sous-sols. Et donc le missile hypersonique, c'est un missile qui va à grande vitesse, qui performe, même s'il y a le sous-sol, ça rentre dedans. Et ça fait exploser les trucs qui sont dans le sous-sol en fait. Et donc voilà ce qui s'est passé. Donc leur avion est une réussite. Voilà, donc ils sont là, disent leur avion est une réussite parce que sur un vrai théâtre militaire, avec un pays fort, ils ont testé et ils ont vu que le produit était bon, très efficace. Et donc voilà un peu. Voilà, donc voilà, c'est une réussite, ce qui veut dire parce que le F-35 ou bien le F-32, truc 22 américain, bon, ils n'ont pas encore, hein, fait leur preuve sur des vrais théâtres, sur des vrais théâtres militaires, avec un pays fort qui a des défenses aériennes. Non, ils n'ont pas encore fait ça, ils font ça bon, sur des petits pays comme la Syrie, qui a des S-200, parce que les S-300 que la Russie leur a donné, c'est la Russie qui les contrôle, qui ne sont pas activés et tout. Donc ce sont les S-200 des années 60, hein, des années 70 et tout. Donc ça fait qu'ils font leur malin et tout. Et même ils n'arrivent même pas dans l'espace aérien syrien. Ils sont de l'autre côté au Liban et puis ils balancent des missiles sur la Syrie. Et puis ils disent non, ils sont furtifs. Non. Là, il s'agit d'un véritable pays qui est armé jusqu'aux dents que l'Occident entre. Et l'avion va au-dessus de ce truc pour frapper des cibles. Donc
pour atteindre Zelensky, c'est facile. La Russie peut prendre l'avion pour aller même à Kiev et frapper l'endroit, mais ils n'ont pas envie de faire truc. C'est maintenant, ils veulent, eux, c'est pour l'arrêter en fait. Ils veulent l'arrêter pour régler son cas. Ils ne veulent pas l'éliminer physiquement, mais ils veulent l'arrêter en fait. Voilà. Ah oui, en Russie, il y a des Kekens. Les Kekens, c'est leur spécialité. Ils sont conscients et puis ils font ça. Il suffit que Poutine donne l'ordre à comment on l'appelle même, à Kadyrov, pour dire, mais dis à tes éléments là, il y a beaucoup de Kekens hein, en Europe, hein, ils sont nombreux. En France même, il y a, on dirait Marseille même, on dirait c'est chez les Kekens, ils sont nombreux comme ça. Partout en Europe, il y a des Kekens. Et ces gens-là, ils sont souvent en contact avec leurs amis Kekens qui sont très... Il suffit qu'ils leur demandent d'activer. Mais ils n'ont qu'à arrêter ces genres de choses parce que ça, quand ça va commencer, c'est pas bon parce que ça va nous mettre en danger, nous les innocents là. Hein? Nous les innocents, que tu sois en Belgique, que tu sois en France, que tu sois en Allemagne, en Angleterre et tout, les innocents risquent de prendre les pots cassés parce que tu ne sais pas. Là où ça va se passer, si tu es au mauvais endroit, ce jour-là, douille, ah tiens, voilà la mort. Donc, du coup, ils n'ont qu'à arrêter ce jeu-là parce que quand la Russie va vouloir activer hein, ces Kekens qui sont partout en Europe pour commettre aussi ces actes de sabotage, ou bien ces actes barbares, ça va mal se passer, ça va mal tourner. Et les Kekens, ils sont musulmans, il y a beaucoup de trucs, des gens qui sont des radicaux qui sont ici, voilà, il suffit qu'ils rentrent en contact avec eux et puis c'est fini, hein. Ils vont activer les trucs. Donc ils n'ont qu'à faire très attention. Très attention pour éviter le pire. Ils n'ont qu'à faire très attention. Bon, je vais stopper le direct. J'espère que vous avez aimé, j'espère qu'on a papoté un peu. Donc aussi, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne nuit passée. Hein? Une très bonne nuit, que Dieu vous bénisse.